Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, il est 20h. Le journal, voici les titres. Gouvernance vertueuse, transparence, vigueur. Le chef de l'État réaffirme son option dans la gestion des ressources publiques. Le président Macky Sall a reçu ce mardi le rapport 2014 de la Cour des comptes. Le document révèle des dysfonctionnements au sein de certaines entreprises ou organismes publics. Acte 3 de la décentralisation, le processus d'évaluation de la première phase est entamé. Les experts ont bouclé leur travail. Entre ajustements et perspectives, un premier bilan qui sera fait après le conseil interministériel et le conseil présidentiel prévu dans cette optique. Il n'y aura plus de chambre de commerce régionale au Sénégal après le mois de juillet. Notre pays aura une chambre unique au niveau national. Des chambres d'agriculture verront également le jour. Tout sur ces réformes dans le dossier de cette édition. Et puis Ramadan au petit pèlerinage. Le petit pèlerinage fait l'affaire des agences de voyage. Le mois béni est l'instant privilégié pour effectuer la Umrah, la Mecque ou Médine. Ces deux destinations sont actuellement très prisées par les musulmans. Et puis ce soir, du Khud en différé, une de nos équipes s'est fait inviter dans une famille pour partager le repas de l'aube, du reste recommandé par les spécialistes de la santé et l'islam. Des actes autour desquels beaucoup de croyances, loin de la religion ou du rationnel, ils sont proscrits dans plusieurs communautés. S'asseoir sur le lit de sa mère si on est femme ou se parfumer la nuit. Et quand c'est la main qui vous démange, dites rentrée d'argent. Ah, superstition quand tu nous tiens, c'est le sujet de la rubrique au cœur de nos cultures. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous commençons ce journal justement par le rapport 2014 de la Cour des comptes. Le document a été remis au chef de l'État qui a réaffirmé son option pour une gouvernance vertueuse, transparente et une gestion saine des deniers publics. Le président Macky Sall qui a réaffirmé justement cette option de l'État du Sénégal au cours de cette rencontre. Pape Biram Birignaï. C'est un rituel devenu tradition républicaine. Le rapport 2014 de la Cour des comptes, remis au président de la République, est un document qui résume le mode opérationnel de la gouvernance à travers la gestion des deniers publics. Le rapport fait ressortir 12 axes de contrôle majeurs. Le premier est relatif à la synthèse du contrôle de l'exécution des lois de finances pour l'année 2013. Le deuxième regroupe des observations sur la gestion des administrations, entreprises et autres organismes publics. Elles concernent l'aide à la presse, la Caisse des dépôts et consignations, la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES. Comme vous l'avez souligné par le passé, Monsieur le Président de la République, ces manquements résultent pour l'essentiel d'un contrôle interne plutôt défaillant que les administrations publiques gagneraient à instaurer et à promouvoir. Des manquements notés, dont la gestion de certaines entreprises et organismes publics. Le chef de l'État en appelle au renforcement de l'orthodoxie administrative avec une gestion plus rigoureuse à travers le culte du résultat et de l'efficacité. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer ici ma ferme détermination à poursuivre avec vigueur le travail déjà entamé. Je reste persuadé que le culte de la transparence et des résultats est déterminant dans la réalisation des objectifs de politique publique qui composent le plan Sénégal émergent. Il reste que ces méthodes, si pertinentes qu'elles soient, doivent toujours être appliquées de manière à ce qu'elles répondent aux exigences du service public qui demeure la première vocation de l'État. Au-delà de son rôle de contrôle, la Cour des comptes exerce également une mission de conseil pour l'amélioration de la qualité du service public. À ce niveau, de nouvelles orientations avaient été données à la Cour pour le contrôle des performances et audits financiers, entre autres. Je constate à ce sujet que la Cour des comptes s'est déjà engagée dans cette nouvelle orientation qui lui permet d'interroger l'efficacité de la dépense publique en vue d'accompagner utilement nos efforts vers l'émergence économique.
Pour le président de la République, la transparence constitue le socle d'une administration performante et efficace. C'est la raison pour laquelle il accorde une place primordiale à la Cour des comptes qui sera renforcée, dit-il. Son attachement aux idéaux de bonne gouvernance et de reddition des comptes le pousse aujourd'hui à réaffirmer sa volonté irréversible d'instaurer au Sénégal une gouvernance vertueuse. Et puis le Premier ministre a présidé ce mardi un pré-conseil sur l'acte 3 de la décentralisation suivront un conseil interministériel et un conseil présidentiel. Le gouvernement a entamé le processus qui devrait permettre de faire le bilan et dégager des perspectives. D'ores et déjà, l'ambition est d'avoir une administration, une gouvernance locale efficace à tout point de vue. Le reportage de Tierno Armandossi. Acte 3 de la décentralisation. Le gouvernement engage l'évaluation. Techniciens, experts et administrations ont bouclé leur travail. Après ce pré-conseil, un conseil interministériel va précéder un conseil présidentiel. L'État veut un bilan exhaustif. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a des mesures urgentes à prendre pour apporter des solutions aux dysfonctionnements notés lors de la première phase de mise en œuvre. Je crois que lors du conseil interministériel, les décisions seront prises pour apporter les ajustements nécessaires dans l'urgence. Après l'évaluation, la phase 2 de la réforme va suivre. Il s'agira de mettre l'accent sur le transfert de nouvelles compétences, le financement et la mise en place des pôles territoires. Il a été beaucoup question de la perspective. La perspective, c'est d'aller véritablement vers une décentralisation qui vise le développement local. Parce qu'in fine, c'est le développement qui est l'objectif. Et le Premier ministre a insisté là-dessus, créer énormément d'activités au niveau des territoires pour que cette activité économique au niveau du territoire, le développement, puisse véritablement donc soutenir les collectivités locales qui soient dans de bonnes conditions de financement. Nous avons aussi évoqué la problématique des pôles territoires. Cette problématique des pôles territoires-là doit être achevée au niveau donc de Sine Saloum et au niveau effectivement du Sénégal oriental. Réussir l'acte 3 de la décentralisation, un défi majeur pour le Sénégal. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit le gouvernement d'identifier et de corriger les lacunes et insuffisances de la réforme. Ensuite, la phase 2 sera engagée avec plus de visibilité et de sérénité. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est en train de prendre forme. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'institution. Ses membres seront au nombre de 150. Ils porteront le titre de haut conseiller. La parité absolue sera instaurée. Les détails avec Cheikh Bamba Gueye. Pour l'existence des territoires viables, durables et porteurs de développement, le président Macky Sall a voulu ajouter dans l'attelage institutionnel de notre pays un haut conseil des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi relatif à son organisation et à son fonctionnement. Le haut conseil comprendra 150 membres, les 70 sont nommés par le président de la République et les 80 autres élus au suffrage indirect avec la parité la plus absolue. La nouvelle Chambre, vu son importance, agrège les préoccupations de l'acte 3 de la décentralisation, un texte novateur. Un aménagement du territoire qui va permettre précisément d'aller aussi loin, ce qui permettra de créer des pôles territoriaux, des entités territoriaux viables. Le pôle territorial du Sine Saloum, le pôle territorial du Sénégal oriental, 133 km², un tiers du territoire national, division entre la région de Kédougou et Tamba, qui n'apporte rien, mais avec ce pôle territorial, une capacité d'action politique et d'innovation économique. Et les autres pôles territoriaux qui apporteront les réponses adéquates aux défis des populations, qui ont non ce que je viens de vous dire, et encore les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'école, d'hôpitaux, et bref, de tout ce qui est essentiel pour que les Sénégalais vivent mieux.
L'Association des maires du Sénégal et l'Association des départements du Sénégal ADS, deux organes qui ont joué un rôle important dans le développement des collectivités locales jusqu'ici. Mais le Haut Conseil va ainsi polariser toutes les actions de développement destinées à rendre compétitifs les pôles territoires. La territorialisation des politiques publiques, c'est précisément une réponse à la base. Les élus locaux, confrontés aux difficultés des populations, dans un débat comme à l'ancienne, dans l'Agora, démocratie participative, pour apporter les solutions ici, dans la décentralisation et non plus d'attendre jusqu'à la capitale. À un moment, c'était le cas de la France, État jacobin. Comme on disait, Paris est le désert français. Dakar et le désert sénégalais, c'est ce qu'il faut rectifier et qu'à tous les niveaux, les Sénégalais puissent se sentir pleinement et entièrement des Sénégalais à part entière. Enfin, le garde des Sceaux a souligné l'esprit de la création de l'institution qui est le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est de réduire les inégalités sociales au Sénégal. Tout ceci participe du renforcement de l'expression démocratique sous toutes ses formes. Économie. Les engagements de la BAD au Sénégal sont passés de 312 milliards à 438 milliards, chiffre révélé lors de la 12e revue conjointe entre le gouvernement sénégalais et la Banque africaine de développement. Le portefeuille de la BAD dans notre pays a connu une évolution depuis la dernière revue annuelle en mai 2015. Philomène Constance Cagne. Une augmentation de 40% depuis la revue de mai 2015, avec 24 opérations, dont 11 du secteur public national, 6 opérations multinationales et 7 projets du secteur privé. Un bilan jugé positif à plus d'un titre. Je voudrais aussi relever 2 faits majeurs intervenus depuis la dernière revue. Il s'agit premièrement de l'accès du Sénégal au guichet semi-concessionnel de la BAD, qui a financé 2 projets majeurs. Et deuxièmement, l'approbation de la plus importante opération en termes de montant octroyé au Sénégal depuis le début de nos opérations dans votre pays en 1972. Il s'agit du projet de réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel et du désenclavement de l'île Amorphile. À ce jour, le portefeuille des projets nationaux compte 11 opérations pour un montant de 237 milliards. Un appui qui vient renforcer l'intégration régionale du Sénégal, une amélioration des performances saluée par l'État. La performance des projets est jugée satisfaisante. La durée moyenne des opérations est passée, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de 5,5 ans en 2011 à près de 2 ans en 2015. Mieux encore, le portefeuille ne comporte actuellement aucun projet à problème, ni aucun projet potentiellement à problème, alors qu'il y en avait 8 sur 19 en 2009. Ce niveau de performance du portefeuille en 2016 est le résultat combiné de la BAD et de notre pays, mais votre leadership aussi a joué un rôle déterminant, ainsi que l'engagement de votre président, M. Akin Adesina. Un bilan satisfaisant certes, mais un cap à maintenir, d'où l'intérêt des recommandations qui ressortiront de cette 12e revue annuelle, aux fins de garantir la bonne coopération entre le gouvernement et la Banque africaine de développement. Un atelier préparatoire du Conseil national de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie s'est tenu ce mardi sous la présence du ministre de tutelle Diène Farba-Sarr. Les participants vont échanger sur le thème retenu, renouveau urbain pour des établissements résilients et durables. Fatimata Banelba. Depuis 36 ans, le Sénégal n'a pas tenu de Conseil national sur l'urbanisme, raison pour laquelle il en a été prévu un en juillet prochain. Une occasion pour les acteurs du secteur d'apporter des réponses aux différents problèmes. L'objet est, par exemple, permettre aux professionnels de l'habitat et de l'urbanisme de faire un diagnostic très sérieux, force, faiblesse, menaces, opportunités dans l'environnement externe, et pour pouvoir créer des manœuvres stratégiques et aboutir à des objectifs fondamentaux. Ces objectifs, c'est vraiment créer un cadre de vie, répondre au renouveau urbain, pour aussi répondre au thème qui sera quand même soulevé. Le thème, c'est quoi? C'est les établissements humains, résilients et durables.
La maîtrise du développement urbain, la forte urbanisation, la production conséquente de logements au plus grand nombre, autant de défis qui interpellent les acteurs de l'urbanisme et du cadre de vie. Nous allons faire un diagnostic complet du secteur, un état des lieux. Nous allons échanger pour proposer en tout cas des remèdes à l'ensemble des anomalies qu'on aura constatées et proposer en tout cas au chef de l'État une stratégie pour en tout cas que la mise en œuvre du renouveau urbain qu'il est donc en train de développer dans le cadre du plan Sénégal émergent. Durant 2 jours de réflexion, l'accent sera mis sur la nouvelle politique de l'État. Une politique du renouveau urbain qui met l'accent sur les pôles urbains, la promotion de l'habitat social, l'amélioration du cadre de vie, entre autres. Santé. Dakar abrite la 2e rencontre de haut niveau du Fonds mondial paludisme, sida, tuberculose. La première s'était tenue l'année dernière en Côte d'Ivoire. Quelques 10 pays sont au Sénégal pour faire le point sur les recommandations d'Abidjan. Mais ce rendez-vous prépare surtout la reconstitution du capital du Fonds mondial prévu en septembre au Canada. Et le ministre de la Santé a déjà lancé un carton d'invitation spécial. Oumar Diawa. Cette consultation régionale a réuni autour du Fonds mondial pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et des représentants du centre. Le Fonds mondial a mis à notre disposition tout son appui, que ce soit logistique, que ce soit financier, technique, pour offrir une autre plateforme, pour faire le bilan des actions accomplies. Ces actions accomplies font référence à la rencontre d'Abidjan de 2015. En Côte d'Ivoire, la réflexion avait essentiellement tourné autour des subventions, de l'amélioration des capacités d'absorption des fonds et la gestion des programmes pour un meilleur impact. Plusieurs recommandations avaient été faites. Les 8 pays qui sont là vont faire le point de ce qu'ils ont pu réaliser. Et à partir de là, tirer les leçons aussi de comment le Fonds mondial peut travailler pour renforcer les actions dans les pays. Aujourd'hui, il est question de la reconstitution du capital du Fonds mondial. Le conseil d'administration du Fonds mondial a approuvé sa stratégie pour les 5 années à venir. Nous devons préparer ensemble ces prochaines années afin que cette vision devienne une réalité. En tant que membre du conseil d'administration pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du Fonds mondial, le ministre de la Santé sait compter sur un appui constant, le plaidoyer du chef de l'État. Nous allons tout faire pour qu'il soit présent au Canada, pour pouvoir être vraiment à vos côtés au moment de la reconstitution des fonds. Cette présence souhaitée serait un argument de plus en faveur d'une forte mobilisation de ressources qui n'ont de sens que si elles sont pérennes. Le Fonds mondial, ce sont 3 maladies, le paludisme, le sida et la tuberculose. Qui peut ignorer l'incidence de ce trio mortel, surtout en Afrique ? Dans un peu plus d'un mois, les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture vont changer de visage. En lieu et place des chambres de commerce régionales, il y aura une chambre unique au niveau national et des chambres d'agriculture verront également le jour. D'ailleurs, sur ce volet, le ministre de l'Agriculture est dans une phase de finalisation du processus des réformes. Dernier délai fixé par l'État du Sénégal, la fin du mois de juillet d'Araba. L'une des 2 réformes est d'élever la section agricole de chaque chambre de commerce en une chambre d'agriculture. Objectif visé, professionnaliser le secteur. Non seulement en termes, disons, d'organisation, soit des organisations beaucoup plus performantes, mais qui soient aussi des organisations capacitées et qui ont des moyens. Et nous pensons qu'il y a quelque chose qui manque, en tout cas dans l'environnement institutionnel, disons, de ce monde rural, c'est vraiment ces chambres d'agriculture. Les organisations paysannes disent oui à ce changement car il va donner plus d'impact aux politiques mises en œuvre, mais surtout plus de transparence sur les subventions de l'État. Souvent, vous entendez les ayants droit dire que nous n'avons rien reçu. D'autres aussi disent qu'en tout cas, les schémas étaient très clairs parce que nous apprécions le travail que fait le ministère de l'Agriculture dans ce sens, mais il n'y a pas eu d'impact. Il va falloir maintenant rationaliser ces efforts du gouvernement, mais effectivement faire sentir cela au niveau de la base. Autonomie, professionnalisation des organisations paysannes, rupture aux yeux des acteurs du monde des affaires, cadre parfaitement avec les objectifs du PSE. D'autant plus que c'est un secteur qui a été identifié comme un des moteurs clés de croissance de ce qu'il convient d'appeler du plan Sénégal émergent. Je pense qu'il était important de lui doter d'un cadre institutionnel adéquat
qui permet justement d'identifier d'abord et d'organiser les acteurs. L'autre challenge également, c'est aussi qu'il faut aider le secteur à asseoir un leadership collectif. Surtout cette volonté de bâtir et d'aller vers des chaînes de valeur qui permettent justement une meilleure intégration de l'ensemble des activités économiques sur toute la chaîne. Le fait qu'aujourd'hui on doit faire des transactions commerciales, soit l'achat du matériel, l'achat des produits et vendre la production, c'est l'importance de créer une chambre. Tout le monde reste convaincu du bien fondé de la rupture, mais quel schéma institutionnel pour les chambres d'agriculture? Soit national avec des délégations, mais vous avez bien délégation et différents d'autonomie, parce que l'agriculture sénégalaise est locale. Chaque région, chaque département doit s'occuper du développement de son agriculture. Il est souhaitable de créer une fédération. Au Mali, il y a des chambres d'agriculture au niveau des régions et puis il y a une chambre nationale qui fédère. Et c'est le même cas aussi qu'on retrouve par exemple en France. Nous pensons que le modèle de chambre d'agriculture du Sénégal sortira un peu des entrailles du monde rural. La restitution prévue dans les prochaines semaines va certainement retenir la meilleure des articulations administratives pour ces chambres d'agriculture. Mais en attendant, il y a une deuxième réforme que l'État ambitionne de réaliser. Elle touche l'architecture institutionnelle des chambres de commerce et d'industrie avec l'instauration d'une chambre unique, comme c'est le cas dans l'espace CEDEAO ou IOMOA. Ça faisait un peu désordre du point de vue des objectifs communs d'intégration régionale que nous partageons avec ces États-là et surtout du processus assez avancé de construction du marché commun. Parce que par essence et par définition, une chambre de commerce est un instrument à la fois et d'encadrement des opérateurs économiques, donc du marché, mais surtout de sécurisation des transactions commerciales qui se déroulent entre différents opérateurs économiques de différents réseaux nationaux. Et c'est là où je pense que le dispositif est déterminant dans le développement du secteur privé. Et de ce point de vue-là, qu'il faut saluer la cohérence de la décision du chef de l'État. L'argument semble ne pas convaincre certains opérateurs économiques, même si pour certains le modèle de la chambre unique a plusieurs avantages. C'est le fait de rassembler et de rationaliser toutes les ressources matérielles et immatérielles du secteur privé. Beaucoup de problématiques ont été agitées dans le pays depuis l'avènement du plan Sénégal émergent, la promotion du secteur privé, la préférence nationale, l'intégration du secteur privé national dans les projets de PPP. Mais si ce secteur privé n'est pas organisé, n'est pas uni autour d'un seul cadre, il va être très difficile d'y arriver. Pour d'autres, le Sénégal, résolument engagé dans l'acte 3 de la décentralisation, devra poursuivre son expérience. Le plus qu'il soit plus proche des acteurs, c'est là vraiment chambre de commerce parce que c'est un lieu de réflexion. Comparé à d'autres pays comme Burkina, tout ça, ils n'ont jamais connu cette décentralisation. Ils ne l'ont jamais connu parce que vous vous rappelez, la chambre de Kaolack gérait Mali. Une rencontre sous forme de CRD spéciale est prévue dans la semaine pour recueillir la contribution des opérateurs économiques à Dakar. Le temps leur est compté, l'État veut finaliser les réformes avant la fin du mois de juillet, soit à 5 mois des élections consulaires. Dans la plateforme des inscriptions, déjà des records, comme c'est le cas à Dakar ou à Saint-Louis. Après ce dossier de Dahaba sur la réforme des chambres de commerce au Sénégal, nous parlons de ce déplacement du nouvel ambassadeur de la France au Sénégal. Déplacement réservé justement au département de Bignona pour une première visite. Son Excellence Christophe Bigot s'est entretenu avec les élus de la localité pour voir comment lutter contre la désertification dans cette partie sud du pays. La France s'engage à accompagner le Sénégal dans son souhait de protéger davantage la forêt casamançaise qui est attaquée de toutes parts. Abdoulaziz Ban. La question environnementale a été à l'ordre du jour au cours de cette rencontre entre l'ambassadeur de France au Sénégal et les élus du département de Bignona. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour lutter efficacement contre la déforestation. C'est la suite de la COP21. Il y a un engagement fort du président de la République Macky Sall par rapport au changement climatique, par rapport à la problématique forêt. Qui dit forêt, dit biodiversité, dit écosystème. Et aujourd'hui,
c'est le sud du Sénégal qui préserve la forêt. Donc nous avons besoin, nous élus, population, fonctionnaires, acteurs, eaux et forêts, mais aussi ceux qui vivent du bois, de la forêt, de se parler. Et c'est pourquoi nous avons quand même, avant l'action, il faut la réflexion. Je sais à quel point la problématique de la déforestation est importante en Casamance. Il faut que le Sénégal puisse profiter de cette attention à ces questions environnementales pour favoriser le développement. Parce qu'au fond, c'est toujours le développement. La déforestation, c'est un élément, mais il y a aussi la formation, il y a aussi le développement rural qui sont également très importants. C'est tout un ensemble qui permet la réussite du pays. Avec ce soutien pour la conservation des forêts dans notre pays, la France va augmenter son accompagnement technique et financier en vue de faire face à la déforestation. La France, évidemment, par les différents instruments, que ce soit l'Agence française de développement, que ce soit par la coopération, par l'envoi de volontaires, est prête à apporter son soutien, son aide. Elle le fait aussi à un niveau plus multilatéral par son action, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit auprès du PNUD ou auprès des organismes comme la Banque africaine de développement, pour accorder tout l'impact nécessaire à cette action. La France, nous savons, est un partenaire privilégié du Sénégal en bien des domaines, mais dans le sillage de la COP21 et de toutes les résolutions qui en sont issues, le département de Bignona a pris de grandes initiatives que la France est venue accompagner pour inaugurer cette ère de coopération dans le cadre justement de la lutte pour la préservation de l'environnement d'une manière générale. L'ambassadeur de France au Sénégal a eu droit à une présentation du projet 2016 relatif à l'adaptation au réchauffement climatique des territoires et populations de Bignona, un projet piloté par le conseil départemental de Bignona. Nous parlons à présent des préparatifs de la campagne agricole dans le bassin arachidier, intrants et matériel. Tout est en place pour mieux accompagner les agriculteurs. La distribution aussi suit son cours, nous dit Claire Diop. Le comité régional de développement s'était réuni pour faire le bilan de la campagne agricole précédente. Celle-ci est jugée bonne du point de vue production et commercialisation. 172 385 hectares emblavés pour les céréales, 127 665 hectares pour l'arachide et 17 300 hectares pour le niébé. La campagne 2016-2017 se prépare activement. Les acteurs s'y ont pris à temps pour permettre son bon déroulement. La commission de Kaolack a été mise en place depuis le mois d'avril. Des semences sont aussi disponibles. L'arachide, on peut vous dire qu'on a reçu pratiquement plus de 9 044 tonnes sur les 11 000 qu'on devrait avoir. Et ça, tout confondu, c'est-à-dire les semences certifiées et les semences écrémées. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a reçu plus de semences certifiées que de semences écrémées. Pour les céréales aussi, des semences certifiées. Sur le terrain, la commercialisation des intrants suit son cours, notamment pour l'arachide. Tout confondu, à 80,8% de mise en place de cet arachide. Donc le processus est en cours. Et les gens sont en train de livrer les dernières tonnes qui restent. Et la commercialisation, enfin la vente, je devrais dire, est en train de suivre son cours également. Puisque ce qui est vendu, on est à 78% de vente. Dans ce dispositif, le matériel n'est pas en reste. Le stock attelé de 2015 est épuisé. Il n'y a plus de semoirs, par exemple. Mais ça, c'est la situation de 2015 qui vient juste de s'épuiser. On attend maintenant ce qui sera de 2016. Quant au matériel motorisé, ils sont en cours. En tout cas, ce qui est acheté dans la région est déjà distribué. Les 12 qui étaient achetés sur les 22 sont déjà livrés. En attendant les premières gouttes de pluie prévues dans la première quinzaine du mois de juillet, les agriculteurs sont dans les champs pour nettoyer et bien préparer le sol pour de bons rendements.
La page Ramadan à présent. Ramadan, période de prière et de dévotion, mais aussi moment choisi par de nombreux musulmans pour effectuer la Umrah ou le petit pèlerinage à la Mecque. Et c'est la ruée vers les agences de voyage qui proposent à leurs clients des prix promotionnels. Philomène Constance Tiague. Elles sont très convoitées en cette période du Ramadan. Mois béni, les fidèles musulmans qui en ont les moyens se payent des voyages pour les destinations de culte. Sauf que certains s'y prennent un peu tard. Cette période-ci, effectivement, on est un peu débordé. Mais de l'autre côté, les gens prennent leurs dispositions de sorte que il n'est pas permis à tout le monde d'y aller pendant cette période. C'est comme si on se retrouvait en période de Hajj. Donc, c'est des choses qui sont distillées de manière assez rationnelle pendant tout le temps, ce qui fait que quand on arrive à cette période-ci, celle-là pour laquelle tout le monde court, on ne peut pas avoir le nombre de visas dont on a besoin par rapport aux demandes qui nous sont formulées. Pendant cette période de Ramadan, c'est d'abord la Umrah. Et la Umrah se prépare maintenant au moins 3 à 4 mois avant même le début du mois de Ramadan. Et que pendant, vous savez, depuis janvier, février, mars, avril, mai, c'est le programme de la Umrah au Ramadan. Maintenant, si vous voulez vraiment voyager et être parmi les pèlerins pour la Umrah Ramadan, il faudrait au moins 2 mois avant que les inscriptions puissent se faire. Parce que c'est un système qui gère le programme. Et si vous vous y prenez très tard, et ce sera très difficile pour que vous puissiez voyager. La Umrah fait bouger beaucoup de musulmans pendant la période de Ramadan. Par ignorance, certains sont privés de voyage. Évidemment, les agences de voyage qui font la Umrah sont prisées pendant cette période. C'est généralement par méconnaissance de la part du grand peuple. Parce qu'en fait, la Umrah, elle démarre dès qu'on ferme le Hajj. Donc depuis le mois d'octobre, on est sur la Umrah. Mais pour le Sénégalais commun, la Umrah, c'est le Ramadan. En général, il est choisi la date de Laylatul Qadr pour pouvoir y aller. En tout cas, c'est ça la conception des Sénégalais pour ce qui concerne la Umrah. Là où nous sommes, c'est des problèmes liés à l'obtention du passeport, les pèlerins qui n'ont pas encore fait les visites médicales, les pèlerins qui doivent se présenter pour l'entretien avec la direction pour être informés des dispositions pratiques pour le pèlerinage. Ce sont ces aspects qui sont en train de se faire. Outre la destination Mecque, la Turquie et le Maroc sont les lieux de culte les plus prisés. Pendant le Ramadan, c'est la Umrah, c'est l'Arabie Saoudite, c'est quelquefois aussi quelques rares pèlerins qui te demandent, à défaut d'avoir la Umrah, qui te demandent est-ce que nous avons des propositions sur la Ziyara Fès au Maroc. La majeure partie des agences de voyage ont toutes atteint le quota autorisé pour les pays de destination religieuse. Elles se sont tournées depuis peu vers les inscriptions pour le Hajj 2016, inscriptions qui vont bientôt être clôturées. Khud, ou le repas de l'aube, ce rituel recommandé par le prophète durant le Ramadan, est un moment où le jeûneur se doit de se réveiller pour absorber de la nourriture un tant soit peu. Certains en font une tradition sacrée. C'est le cas de la famille 6. Nos reporters Fatou Sakho, Blaise Mekilan et Talibé Sissé se sont fait inviter dans cette famille qui a bien voulu partager avec notre équipe ces moments savoureux. C'est ainsi qu'Omar réveille tous les jours durant le Ramadan ses voisins à Liberté 4. Un réveil encore incertain dans ce quartier. Mais sur le chemin qui nous mène à la Médina, les commerces se mettent en place. La famille 6 matinale, elle, s'apprête à sacrifier à ce rituel du jeûne, le khud. Dans notre famille, ce rituel est sacré. Personne ne manque à l'appel. Je réveille tout le monde à 4 heures. Un moment où chacun dans cette famille joue un rôle. Les jeunes femmes s'activent entre la bouilloire, le réchauffement de la nourriture et le dressage de la natte. Le khud, encore appelé sahour en arabe, y a bien évolué.
en famille. À l'époque, le riz réchauffé était de rigueur, mais aujourd'hui, les jeunes ne le mangent plus au petit matin. Vers minuit, parce que nous sommes obligés de préparer autre chose. Si certaines familles sont assez nanties pour rassembler leurs membres autour d'un repas de l'aube grandeur nature, d'autres se contentent de passer à la boutique. Oui, je mange mon pain et du thon avec du lait, quoi. Oui. Ça qui me donne la force, quoi, pour la journée, quoi. C'est... Ça me donne le filet, quoi. On vend beaucoup de pain, mayonnaise, thon et chocolat qu'on sort. Pain au lait, il y a le saucisson aussi. Il y en a d'autres qui prennent des tchakris de 600 et de 300. À cette heure-là, les affaires marchent très bien. Pour ce boutiquier, la motivation d'un réveil à l'aube est pécuniaire, tandis que pour Mercis, la recommandation prophétique est primordiale. Le khad est tellement important qu'il faut se réveiller pour prendre au moins de l'eau. C'est un moment de rassemblement qui motive tout le monde pour le jeûne. Une ambiance familiale qu'il faudra pourtant bien interrompre. La salate est le signal qui met fin au sahour. Il est prévu de l'arrêter 10 minutes avant la prière. C'est un rituel indispensable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recommande une chose, le musulman n'a plus le droit de s'abstenir. N'a plus le droit de s'abstenir. Il doit l'exécuter suivant ses moyens à 100%. Le repas de l'aube durant le ramadan n'est pas une obligation mentionnée dans le Coran comme la prière, mais il permet aux musulmans jeûneurs de s'habituer à celle-ci à une heure de réveil souvent difficile en temps normal. Le khad, un rituel très recommandé dans l'islam, cela va sans le dire, surtout quand on est 6 et serrère. Tenez bon. On est à moins d'une dizaine de jours de la fin du ramadan et pourtant les gestes de solidarité se poursuivent. Les distributions gratuites de Ndougou dans les rues sont encore de mise. Ce soir, direction Zac Mbao pour retrouver un groupe de jeunes qui en est à sa deuxième édition de Ndougou gratuit. Et c'est Ramdao qui nous en parle. On s'est retrouvé presque avec 1 million de dépenses. Cela, c'était l'année dernière. 1 million de dépenses pour que les usagers de cette nouvelle bretelle de Zac Mbao, qui qu'ils soient, aussi nombreux qu'ils puissent être, puissent rompre le jeûne tous les jours, tout en poursuivant leur route. Pour cette année-ci, on espère atteindre 1 million à 1 million 200 000 de dépenses. Donc, et tout l'argent que nous mettons dans le mois de Ramadan, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, des cotisations personnelles. Parce que quand on œuvre pour Dieu, on doit se donner à fond. On doit donner de son argent et de son temps et de son corps. On les appelle Khidmatul Lamp, des jeunes de Zac Mbao, un de ces mouvements qui se forment pour que rompre le jeûne d'or ne soit plus un fardeau. On a constaté avec l'ouverture de la bretelle de l'autre à péage menant vers Zac Mbao, on a su que durant le mois de Ramadan, il y aura des jeunes qui vont passer la rupture sur la route. Donc on a décidé de mettre en place ici un logo de solidarité qui aura pour objet de compenser et de donner aux jeunes qui sont sur la route du café, du pain et des dattes. 120 à 130 miches de pain, 4 kilos de café Touba, 10 kilos de sucre, du bissap, près de 50 000 francs de dépenses quotidiennes destinées à d'illustres inconnus. C'est un beau geste, donner gratuitement à manger à des jeûneurs qui ont enduré la faim toute la journée. Dieu seul peut rétribuer cet acte.
Que Dieu bénisse pour vous cet élan de solidarité, pour vous et vos familles. Un geste qui n'a pas son pareil et qui se résume en ces termes. L'art de donner, l'art de se débrouiller, l'art de se décarcasser, mais sans rien attendre au retour. Donc les gens doivent comprendre qu'aussi ceux qui organisent ces ndogos-là ne le font pas pour se faire voir surtout, ils le font dans l'unique intention de servir. Eux l'ont compris, ceux qui empruntent quotidiennement cette route à l'heure de la rupture, sans stress, sachant qu'un ndogo les y attend gratuitement. Un exemple d'un ndogo de solidarité, parmi tant d'autres. Ce qui va suivre n'a rien à voir avec l'islam. Une femme ne doit pas s'asseoir sur le lit de sa mère. On ne doit pas se parfumer la nuit. Et si c'est la paume de la main qui vous démange, cela présage d'une rentrée d'argent. C'est dire qu'en Afrique, au Sénégal, on baigne dans un flot de superstitions. La superstition, c'est l'art de donner des explications à tout, selon chercheurs du laboratoire de l'imaginaire de l'IFAN. Elle participe aussi à un besoin d'éduquer et de trouver un sens à la vie. Au cœur de nos cultures, une pléthore de croyances loin du rationnel ou du spirituel. C'est avec Naya Reja. Ces choses que vous voyez là sont source de superstitions sous nos cieux. Toute sa vie, Mamadou s'est battu contre celles-ci, mais il avoue, elles ont la peau dure. Nos grands-parents versaient de l'eau chaque matin lorsqu'un membre de la famille voyageait et puis on faisait des libations en le suivant. Bon, j'ai un papa qui m'avait demandé à chaque matin avant de quitter de mettre de l'eau sur le vitrine, les pneus et devant le véhicule. Ouais, je vois que nos ancêtres le faisaient. J'y crois parce que bon, je ne peux pas ne pas le croire. Du piment éparpillé par terre présage d'une querelle. Que ne dit-on pas pour trouver des explications à une existence parfois insaisissable? Les Africains ont ce besoin de vouloir donner un sens à tout ce qui se passe. Parce que pour eux, tout a un signe, tout a un sens. Surtout quand la chose se répète. Quand on tombe une fois, bon, on dit que c'est peut-être comme ça, c'est banal. On tombe deux fois, ça, il y a quelque chose qu'il faut corriger. C'est une façon plus ou moins détournée d'éduquer les gens et de leur faire éviter les mauvais comportements. C'est le rituel quotidien de Astou quand elle ouvre sa boutique. Et que dire alors de cette femme qui verse du sel pour attirer les clients? Ces superstitions défient parfois même la raison dans un monde régi par la science. On ne se lave pas la nuit. Les sandales, quand on les voit qui sont renversés, il faut les enlever, sinon on risque de voir sa mère mourir. Un enfant qui graisse des dents aussi, c'est mauvais. Quand on mange, il faut attraper le bol, surtout pour les femmes, pour avoir un ménage qui est stable. Et une fiancée qu'on veut épouser, on ne peut pas lui donner du parfum, par exemple. Ça brise le mariage. Parce que le parfum, c'est déjà un attirail sexuel qui risque d'attirer d'autres hommes. Donc, c'est presque tu l'as perdu. Alors, quand tu veux te marier, tu t'assois sur le lit et que le lit tombe avec toi, c'est que cette année-là, tu ne vas pas te marier. Bon, tu as déjà cassé ton lit de mariage, donc ce n'est pas la peine d'espérer. Il y a des gens qui vous disent, quand je sors, si je rencontre un homme, eh bien, je n'aurai pas ce que je suis allé chercher. Et donc, il y en a qui préfèrent même retourner chez eux et sortir un autre jour, rencontrer une femme. Chercheur au laboratoire de l'imaginaire, professeur Ibrahim Assaou a écrit un ouvrage sur ses croyances ancestrales. Certaines se révèlent parfois. Entre que le serpent va mordre ou le serpent ne va pas mordre, ne lui donnez pas votre doigt. Il est interdit chez nous, quand vous vous lavez les mains, de laisser l'eau s'égoutter sur le repas. Mais il y a eu un cas où quelqu'un, quand on lui a dit de ne pas le faire, il a dit « Ah, mais moi je vais le faire ». On lui dit « Non, ne fais pas ça, si tu le fais, tu iras en prison ». Il le fait, et puis il sort, il prend sa voiture, il va dans un carrefour, il trouve des aveugles qui étaient en train de demander l'aumône, eh bien son véhicule ramasse tous les trois aveugles qui étaient là-bas, et finalement il s'est retrouvé en prison. Et ça, c'est une histoire réelle. Quand ça s'avère une fois, on dit que c'est vrai. Mais il y en a 10 ou 20 fois, ça ne s'avère pas.
Mais on ne retient pas les 10 où ce n'est pas vrai, mais on retient que une seule fois. Et le fait de superstition, avant de sortir, de verser un peu d'eau sur sa voiture, c'est peut-être pas grave, n'est-ce pas? C'est innocent, bon, c'est personnel. Le fait, quand on voyage, d'inscrire sur sa porte des chiffres et puis jusqu'à 9, le 10e, on viendra le faire. C'est pas grave. Là où c'est grave, c'est que quand les superstitions sont dangereuses. C'est-à-dire quand elle arrive, par exemple, à annoncer des morts d'hommes. Le fait de dire que, par exemple, le sang des albinos ou le sang des enfants peut guérir du sida ou peut apporter la richesse. La superstition peut donc parfois être dangereuse, à ne pas confondre avec les gaffes, mot wolof, qui signifie une personne, un lieu ou un animal touché par une malédiction. Cette superstition n'est pas seulement propre à l'Afrique. L'Europe est aussi passée par cette phase. Aujourd'hui, certaines croyances sont encore fortement ancrées. Même dans les sociétés occidentales, vous avez des superstitieux, des gens qui disent que le chiffre 13 ou le chiffre 7 ou quelque chose comme ça leur porte malheur. Le chiffre 13 est un chiffre maudit un peu pour eux. Depuis la scène, disons, du Christ où ils étaient 13 à table et que Jésus a été donc trahis par Judas, ils étaient 13 à table. Donc vous allez en France et vous voulez manger. Quand ils sont 13 à table, ils vont toujours s'arranger pour qu'il y ait un 14e ou que le 13e se mette à côté. Alors, les Européens ne sont pas plus rationnels entre guillemets que nous. Mais en Afrique, les superstitions font partie de nous. Une manière d'éduquer, même si parfois certaines croyances sont dangereuses et frisent parfois le ridicule. La superstition a bien ses adeptes au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde. La rubrique au cœur de nos cultures, c'est tous les mardis. Dans l'actualité internationale, la Turquie et la Russie qui renouent le contact. La situation se détériore au Yémen malgré les appels de l'ONU. Nous démarrons par Londres, invité à formaliser sa sortie de l'Europe. Cher Traoré. L'Europe demande à Londres de formaliser sa sortie de l'Union. Les dirigeants européens s'impatientent et durcissent le ton. Les responsables de l'UE se disent prêts à entamer le processus de divorce. Londres, de son côté, temporise et garde espoir pour une négociation constructive de sa sortie. Chez les ménages britanniques, les conséquences du Brexit commencent à se faire sentir. Avec la chute de la livre, les prix des voyages, des fruits et légumes et de l'essence ont grimpé. La Turquie fait un pas vers la Russie. Le président Erdogan a adressé un message de regret à son homologue russe. Ankara espère maintenant une normalisation rapide des relations avec Moscou. Ces excuses concernent l'avion militaire russe abattu l'année dernière par la Turquie. J'espère que nous pourrons mettre derrière nous la situation actuelle qui est préjudiciable aux deux pays et avancer vers une normalisation rapide, a dit Recep Tayyip Erdogan. La situation se détériore au Yémen. Au moins 80 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des raids aériens ou des combats. Entre vendredi et dimanche, les raids avaient fait 74 morts. La situation s'est aggravée malgré les négociations de paix en cours au Koweït sous l'égide de l'ONU. Ban Ki-moon a exhorté les protagonistes du conflit à travailler pour mettre fin à 15 mois de guerre. Dernière minute, un attentat vient de se produire à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Deux kamikazes se sont fait exploser. Bilan, une dizaine de morts pour le moment. La suite de l'actualité dans nos prochaines éditions, un peu plus tard dans la soirée. Et mesdames et messieurs, c'est le moment de vous dire merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. D'aller aussi loin, ce qui permettra de créer des pôles territoriaux, des entités territoriaux viables. Le pôle territorial du Sine Saloum, le pôle territorial du Sénégal oriental, 133 km², un tiers du territoire national, division entre la région de Kédougou et Tamba, qui n'apporte rien, mais avec ce pôle territorial, une capacité d'action politique et d'innovation économique. Et les autres pôles territoriaux qui apporteront les réponses adéquates
aux défis des populations qui honorent ce que je viens de vous dire, et encore les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'école, d'hôpitaux, et bref, de tout ce qui est essentiel pour que les Sénégalais vivent mieux. L'Association des maires du Sénégal et l'Association des départements du Sénégal ADS, deux organes qui ont joué un rôle important dans le développement des collectivités locales jusqu'ici. Mais le Haut Conseil va ainsi polariser toutes les actions de développement destinées à rendre compétitifs les pôles territoires. La territorialisation des politiques publiques, c'est précisément une réponse à la base. Les élus locaux, confrontés aux difficultés des populations, dans un débat comme à l'ancienne, dans l'Agora, démocratie participative, pour apporter les solutions ici, dans la décentralisation et non plus d'attendre jusqu'à la capitale. À un moment, c'était le cas de la France, État jacobin. Comme on disait, Paris est le désert français. Dakar et le désert sénégalais, c'est ce qu'il faut rectifier. Et qu'à tous les niveaux, les Sénégalais puissent se sentir pleinement et entièrement des Sénégalais à part entière. Enfin, le garde des Sceaux a souligné l'esprit de la création de l'institution qui est le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est de réduire les inégalités sociales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, il est 20h. Le journal, voici les titres. Gouvernance vertueuse, transparence, vigueur. Le chef de l'État réaffirme son option dans la gestion des ressources publiques. Le président Macky Sall a reçu ce mardi le rapport 2014 de la Cour des comptes. Le document révèle des dysfonctionnements au sein de certaines entreprises ou organismes publics. Acte 3 de la décentralisation, le processus d'évaluation de la première phase est entamé. Les experts ont bouclé leur travail entre ajustements et perspectives. Un premier bilan qui sera fait après le conseil interministériel et le conseil présidentiel prévu dans cette optique. Il n'y aura plus de chambre de commerce régionale au Sénégal. Après le mois de juillet, notre pays aura une chambre unique au niveau national. Des chambres d'agriculture verront également le jour. Tout sur ces réformes dans le dossier de cette édition. Et puis, Ramadan au petit pèlerinage. Le petit pèlerinage fait l'affaire des agences de voyage. Le mois béni est l'instant privilégié pour effectuer la Umrah, la Mecque ou Médine. Ces deux destinations sont actuellement très prisées par les musulmans. Et puis ce soir, du Khud en différé, une de nos équipes s'est fait inviter dans une famille pour partager le repas de l'aube, du reste recommandé par les spécialistes de la santé et l'islam. Des actes autour desquels beaucoup de croyances, loin de la religion ou du rationnel, ils sont proscrits dans plusieurs communautés. S'asseoir sur le lit de sa mère, si on est femme, ou se parfumer la nuit. Et quand c'est la main qui vous démange, dites rentrée d'argent. Ah, superstition, quand tu le tiens, c'est le sujet de la rubrique au cœur de nos cultures. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous commençons ce journal justement par le rapport 2014 de la Cour des comptes. Le document a été remis au chef de l'État qui a réaffirmé son option pour une gouvernance vertueuse, transparente et une gestion saine des deniers publics. Le président Macky Sall qui a réaffirmé justement cette option de l'État du Sénégal au cours de cette rencontre. Pape Biram Birayay. Sur le transfert de nouvelles compétences, le financement et la mise en place des pôles territoires. Il a été beaucoup question de la perspective. La perspective, c'est d'aller véritablement vers une décentralisation qui vise le développement local. Parce qu'in fine, c'est le développement qui est l'objectif. Et le Premier ministre a insisté là-dessus, créer énormément d'activités au niveau des territoires, pour que cette activité économique au niveau du territoire, le développement, puisse véritablement donc soutenir les collectivités locales qui soient dans de bonnes conditions de financement. Nous avons aussi évoqué la problématique des pôles territoires. Cette problématique des pôles territoires-là doit être achevée au niveau donc de Sine Saloum et au niveau effectivement du Sénégal oriental. Réussir l'acte 3 de la décentralisation, un défi majeur pour le Sénégal. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit le gouvernement d'identifier et de corriger les lacunes et insuffisances de la réforme. Ensuite, la phase 2 sera engagée avec plus de visibilité et de sérénité.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales est en train de prendre forme. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'institution. Ses membres seront au nombre de 150. Ils porteront le titre de haut conseiller. La parité absolue sera instaurée. Les détails avec Cheikh Bamba Gueye. Pour l'existence des territoires viables, durables et porteurs de développement, le président Macky Sall a voulu ajouter dans l'attelage institutionnel de notre pays un haut conseil des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi relatif à son organisation et à son fonctionnement. Le haut conseil comprendra 150 membres, les 70 sont nommés par le président de la République et les 80 autres élus au suffrage indirect avec la parité la plus absolue. La nouvelle Chambre, vu son importance, agrège les préoccupations de l'acte 3 de la décentralisation, un texte novateur. Un aménagement du territoire qui va permettre précisément service public. À ce niveau, de nouvelles orientations avaient été données à la Cour pour le contrôle des performances et audits financiers, entre autres. Je constate à ce sujet que la Cour des comptes s'est déjà engagée dans cette nouvelle orientation qui lui permet d'interroger l'efficacité de la dépense publique en vue d'accompagner utilement nos efforts vers l'émergence économique. Pour le président de la République, la transparence constitue le socle d'une administration performante et efficace. C'est la raison pour laquelle il accorde une place primordiale à la Cour des comptes qui sera renforcée, dit-il. Son attachement aux idéaux de bonne gouvernance et de reddition des comptes le pousse aujourd'hui à réaffirmer sa volonté irréversible d'instaurer au Sénégal une gouvernance vertueuse. Et puis le Premier ministre a présidé ce mardi un pré-conseil sur l'acte 3 de la décentralisation, suivront un conseil interministériel et un conseil présidentiel. Le gouvernement a entamé le processus qui devrait permettre de faire le bilan et dégager des perspectives. D'ores et déjà, l'ambition est d'avoir une administration, une gouvernance locale efficace à tout point de vue. Le reportage de Tierno Armandossi. Acte 3 de la décentralisation. Le gouvernement engage l'évaluation. Techniciens, experts et administrations ont bouclé leur travail. Après ce pré-conseil, un conseil interministériel va précéder un conseil présidentiel. L'État veut un bilan exhaustif. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a des mesures urgentes à prendre pour apporter des solutions aux dysfonctionnements notés lors de la première phase de mise en œuvre. Je crois que lors du conseil interministériel, les décisions seront prises pour apporter les ajustements nécessaires dans l'urgence. Après l'évaluation, la phase 2 de la réforme va suivre. Il s'agira de mettre l'accent. C'est un rituel devenu tradition républicaine. Le rapport 2014 de la Cour des comptes, remis au président de la République, est un document qui résume le mode opérationnel de la gouvernance à travers la gestion des deniers publics. Le rapport fait ressortir 12 axes de contrôle majeurs. Le premier est relatif à la synthèse du contrôle de l'exécution des lois de finances pour l'année 2013. Le deuxième regroupe des observations sur la gestion des administrations, entreprises et autres organismes publics. Elles concernent l'aide à la presse, la Caisse des dépôts et consignations, la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES. Comme vous l'avez souligné par le passé, Monsieur le Président de la République, ces manquements résultent pour l'essentiel d'un contrôle interne plutôt défaillant que les administrations publiques gagneraient à instaurer et à promouvoir. Des manquements notés, dont la gestion de certaines entreprises et organismes publics. Le chef de l'État en appelle au renforcement de l'orthodoxie administrative avec une gestion plus rigoureuse à travers le culte du résultat et de l'efficacité. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer ici ma ferme détermination à poursuivre avec vigueur le travail déjà entamé. Je reste persuadé que le culte de la transparence et des résultats est déterminant
dans la réalisation des objectifs de politique publique qui composent le plan Sénégal émergent. Il reste que ces méthodes, si pertinentes qu'elles soient, doivent toujours être appliquées de manière à ce qu'elles répondent aux exigences du service public qui demeure la première vocation de l'État. Au-delà de son rôle de contrôle, la Cour des comptes exerce également une mission de conseil pour l'amélioration de la qualité du